Mounir, peux-tu te présenter en quelques mots comment ton parcours professionnel s'est façonné et comment s'est construite ta relation avec La Réunion? Je suis né en 1980, en décembre 1980, le 17 décembre 1980 à Nantes, de parents d'origine des Comores, mais l'histoire des Comores est assez complexe. Donc ils sont d'origine des Comores, mais ils sont français aussi. Donc c'est à ce moment-là où je nais à Nantes. C'est des étudiants français en France, mais d'origine des Comores eux aussi, d'un pays qui est indépendant depuis 5 ans en fait, c'est-à-dire l'indépendance des Comores 75-76 et moi je suis en 80. Au moment où ils sont à Nantes, l'indépendance est assez fraîche et donc l'identité comorienne indépendante est en train de se construire. Et, euh, et eux ont fait le choix en termes de nationalité de garder la nationalité française. Donc c'est pour ça que je nais français. Et, euh, Et au bout de 5 ans, donc mes parents rentrent aux Comores. Ils ont fini leurs études. Ils rentrent aux Comores en tant que plutôt bien diplômés. Ils obtiennent des postes. Mon père du côté de la politique avec plutôt un journal, enfin le journal national des Comores, qui s'appelle Al-Watan. En fait, c'est le premier journal le premier quotidien, enfin non, il était hebdomadaire à l'époque, le premier hebdomadaire comorien, enfin mon père me l'a raconté un peu, mais qui est quand même lié aussi aux influences françaises, parce que ça arrangeait la France qu'aux Comores il y ait de la presse, voilà. Comme il n'y avait pas encore de presse structurée, donc voilà, mon père est de ce côté-là, ma mère elle a plutôt une formation en littérature et en anthropologie, elle aura un poste, une espèce d'équivalent du CNRS mais aux Comores qui s'appelle le CNDRS, ou donc musée, centre de documentation aussi. Donc elle c'est plutôt la recherche. Donc j'ai grandi autour de ces deux pôles-là, c'est-à-dire ma mère chercheur en anthropologie et en littérature dans un centre de recherche, et mon père dans la presse en politique. Et parce que voilà, j'ai quasiment pas de souvenirs de Nantes, puisque c'était entre 0 et 5 ans, donc j'ai des souvenirs assez brefs de Nantes, de la maternelle, mais mon enfance est vraiment construite dans un environnement comorien, avec quand même un rapport un peu particulier à la France, puisque j'y allais pour des raisons médicales, je retournais tous les étés, je retournais à Nantes, j'allais aussi à Paris dans ma famille, mes cousins qui étaient installés à Paris. Je passais au moins 2-3 mois par an en France, voilà, tous les ans après avoir quitté Nantes pour les. Donc voilà, c'est vraiment un environnement interculturel dans lequel je grandis, France, Comores, avec l'histoire complexe qu'il y a derrière, l'histoire coloniale qui est censée être finie, mais qui continue quand même. Et, euh, et c'était un environnement aussi, que ce soit du côté de mon père ou du côté de ma mère, où il y avait une relation très régulière aux coopérants, c'est-à-dire les Français qui venaient s'installer plusieurs années aux Comores, soit à des postes diplomatiques, soit à des postes de recherche. Et parfois les deux étaient liés, puisque souvent c'était, si je me rappelle bien, c'était souvent des maris diplomates qui venaient avec leurs femmes qui s'intéressaient à la recherche universitaire, donc c'était un peu ça. Et, euh, et là, aux Comores, comme tout le monde, j'ai vécu mon enfance entre du football, et aussi comme j'allais souvent en France, j'ai aussi grandi avec l'imaginaire des gamins de France. C'est-à-dire, pour moi, c'était le Japon déjà, c'est-à-dire le Japon a eu sa place. Comme beaucoup d'enfants français, je regardais le Club Dorothée, comme tous les gamins, je regardais. Tout mon imaginaire, c'était de gamin, c'était les cultures industrielles dominantes, c'est-à-dire celle du jeu vidéo, celle du dessin animé. Et à l'époque, c'était dans les années 80-90, c'était beaucoup Japon. Donc il y avait ça. Et, euh, donc collège, lycée, c'est ça. Enfin collège surtout, parce qu'en fait je commençais dans un collège, enfin j'ai commencé, enfin maternelle et le primaire c'est plutôt l'école comorienne, l'école privée comorienne.
Et ensuite, à partir du collège, c'était l'école française, puisqu'il y avait une école française. L'école française, la plupart des enseignants sont français. Je me souviens qu'à l'exception de l'enseignant d'art plastique qui était comorien, tous les autres enseignants étaient français. Et, et donc voilà, déjà, c'est un peu bizarre en fait. On est aux Comores, je suis au collège et la plupart de mes enseignants sont des Français qui viennent de la coopération. Et le seul enseignant comorien, donc c'était l'enseignant d'art plastique. Et mon souvenir de son cours, c'est que c'était un des cours les moins, c'était triste à dire, mais les moins respectés. C'est-à-dire, dans mon souvenir, il y avait les arts plastiques, il y avait la musique. La musique, c'était un français, donc il y avait un certain respect du cours de musique. Mais pendant le cours d'art plastique, je me souviens qu'il y avait un manque de respect envers l'enseignant. Donc mes premiers souvenirs des cours d'art plastique, c'était ça. Et cette idée-là, voilà, c'est un Comorien qui donne les cours d'art plastique. Et à la fin du collège, comme l'école française s'arrête en troisième, donc en seconde, je suis retourné à Nantes, en internat, comme mes parents n'étaient plus à Nantes, en internat, mais les week-ends chez un oncle à moi, qui habitait Nantes et qui, lorsqu'il était enfant, c'était plutôt mes parents qui l'avaient accueilli, donc il y avait un échange de bons procédés comme ça. Et donc j'ai passé un an à Nantes, je crois que c'était la seconde du coup. Et entre-temps, ma mère a trouvé un poste à La Réunion, donc un poste à l'université, plutôt dans l'administration. Et je l'ai suivi à La Réunion, c'est comme ça que je suis arrivé à La Réunion en première lycée. Et c'est comme ça que j'ai rencontré le territoire réunionnais, donc d'une manière très accidentelle. J'ai suivi ma mère. Et j'avais aucune idée de ce qu'était La Réunion avant d'y arriver. Je comprenais que c'était à côté des Comores, mais que c'était resté un département, que c'était resté une région, un département français. Et, donc j'ai découvert La Réunion comme ça. Et pour finir avec cette partie un peu autobiographique liée à mon parcours, et donc première terminale à La Réunion. Je suis passionné par le cinéma, dans la continuité de ma passion pour le Japon, donc j'avais tendance à regarder des films asiatiques. La fin des années, et c'était la fin des années 90, c'était 96, 97 et 97, 98. Et il y a eu un boom en fait du cinéma asiatique à travers une collection de. D'ailleurs, mes cours, souvent j'allais à l'école, mais je ne suivais pas trop les cours. J'avais un pote qui était cinéphile, donc pendant le cours d'espagnol, par exemple, on parlait que de cinéma. Et donc c'était l'époque de HK Vidéo, une collection créée par Christophe Gantz. Et via cette collection-là, j'ai découvert le cinéma de Kitano. Je ne sais plus qui avait qui d'autre. En tout cas, à l'époque, c'était vraiment Kitano qui avait marqué. Il y avait côté Japon et côté Chine, Hong Kong, c'était le cinéma de John Woo, Tuark, tout ça. Donc j'ai baigné dans ça. Et en terminale, je me suis dit, ouais, mais le cinéma me branche beaucoup, mais il n'y a pas d'école de cinéma à La Réunion, et j'avais la flemme de prospecter ailleurs. Donc j'ai postulé pour les Beaux-Arts, surtout qu'en plus, au lycée, je n'étais pas en option cinéma, mais j'étais en option art plastique lourde. C'était une option lourde en art plastique dans un lycée qui s'appelle le Comte de Lille, qui est à Saint-Denis. Donc voilà, j'avais 9 heures, je crois, d'art plastique, et c'était un très haut coefficient. Et donc, naturellement, même si c'était le cinéma qui me branchait le plus, je suis allé vers les arts plastiques. Et je me suis inscrit, je passais le concours des Beaux-Arts, donc j'ai été admis, mais toujours dans ma tête, le cinéma. Donc, naturellement, c'était la vidéo, mon médium de prédilection. Et une vidéo, mais qui derrière elle avait plutôt une histoire du cinéma asiatique d'ailleurs. Et donc esthétiquement, c'était ça qui me marquait. Sauf que du coup, dans le contexte de l'art vidéo, la narration s'efface. Et comme la narration je voulais pas, en gros, c'était pas raconter des histoires avec des Asiatiques, c'était plutôt raconter, d'ailleurs, c'était pas raconter, c'était à partir d'impressions esthétiques qui viennent du cinéma, les retranscrire en vidéo sans narration. Donc souvent, c'était des idées de mise en scène, une certaine sensibilité plastique dans le cinéma que je transférais dans mon travail vidéo. Donc c'est comme ça
que j'ai commencé en art plastique aux Beaux-Arts de La Réunion. Peux-tu évoquer ta démarche de vidéaste? Tes productions se situent-elles plutôt du côté du cinéma ou de l'art vidéo? Qu'entends-tu quand tu parles de travail vidéographique décalé du sujet documentaire? Enfin, comment l'anthropologie s'articule-t-elle avec ton travail? En tout cas, ma démarche, c'est donc spontanément pour des raisons d'attirance pour le cinéma. Donc c'est, comme je disais, comme en vidéo, en art vidéo, on raconte pas d'histoire, donc la narration est retirée de. Il n'y a pas d'histoire, j'écris pas de scénario, je ne vais pas parler des personnages dans ce que je produis en vidéo. Donc ce qui va rester, c'est des questions je dirais, purement esthétiques finalement. Du moins, c'est ce que je prends moi. C'est-à-dire, je ne me pose pas des questions de manière thématique, je ne me dis pas qu'est-ce que je vais. Je me dis pas qu'est-ce que je vais raconter en fait. C'est-à-dire, j'arrive dans un contexte, je vais prendre une vidéo précise, c'est-à-dire une vidéo que j'ai réalisée pendant que j'étais étudiant, je crois que j'étais en 2e ou 3e année, qui s'appelle Moroni. Je pensais là parce qu'en fait c'est une vidéo que j'ai réalisée à Moroni, aux Comores, mais dans le cadre de mes études. Donc cette vidéo-là, je me pointe dans un contexte qui est celui de Moroni. Il se passe des choses autour de moi, sauf qu'en fait, je me dis pas, je vais raconter Moroni en fait. J'arrive, je filme un peu à gauche à droite comme ça, et il va se dégager une tendance esthétique, je dirais une tendance visuelle, une dominante en fait en termes de rythme et de couleurs. Et ces rythmes et ces couleurs sont liés à un lieu précis, avec le port de Moroni en fait, que je vais observer à un moment que je vais choisir d'observer plutôt le port de Moroni. Et donc c'est comme ça que ma vidéo se construit, c'est-à-dire au départ, j'ai pas d'idée précise. Je filme, la vidéo dure 2 minutes, le montage final il dure 2-3 minutes. Mais j'ai filmé 3-4 heures, c'est-à-dire en fermant 3-4 heures, je trouve mon sujet au fil des rencontres. Et parce que finalement, mon sujet, finalement, je le trouve vraiment. Un endroit va un peu plus me toucher. Et au montage, en plus, je vais commencer à nettoyer, en fait, à voir ce qui fonctionne pas, et à voir ce qui est pour moi, en termes de. Enfin, ce que j'appelle. Pas à l'époque, pour moi, c'est. Parce que je réfléchis pas à la chose, je la ressens, en fait. C'est un peu comme la musique, c'est-à-dire je ressens des dominantes de couleurs, des dominantes en termes de rythme, des dominantes en termes de composition du cadre. Et donc tout ça, je le montre comme ça, je supprime au fur et à mesure. Par exemple, si je pars sur une dominante plutôt monochromatique comme pour Moroni, c'est-à-dire c'est une dominante un peu brouillard, voilà, un peu, c'était un peu blanc, c'était une dominante blanche avec du léger bleu. Donc quand je pars sur cette dominante-là, voilà, je supprime tous les plans qui ne correspondent pas. Et puis c'est avec des petits motifs, c'est-à-dire c'est des plans assez larges, même si on est sur du 4/3, avec des personnages qui passent comme ça, qu'on voit de loin. C'est le port c'est le port de Moroni vu de loin, c'est-à-dire je rentre pas à l'intérieur du port, je suis pas correct avec les activités, mais j'observe de loin. Et c'est des plans fixes. Et donc comme ça je fais mes choix au fur et à mesure. Et bien sûr, c'est avec le port. Donc c'est la thématique finalement le lieu qu'on va identifier, c'est un port. Mais je me suis pas dit je vais faire un film sur un port. Voilà. Et c'est comme ça que s'est construit la vidéo. Donc je dirais que j'ai une relation à la vidéo qui est très sensorielle en fait au départ. D'ailleurs, je bosse avec un pote qui est plutôt musicien, donc quand on échange, je lui dis pas ouais, on va raconter ça. Je vous présente mes images. Et lui, il me dit, là, il y a des rythmes qui me viennent, qui peuvent se marier avec tes images. Donc, c'est comme ça que cette vidéo-là, par exemple, s'est construite. Et voilà comment cette vidéo-là est née. Ensuite, pourquoi est-ce que c'était de l'art ou pas de l'art? Enfin, je me suis pas posé la question sur le coup. Comme j'étais en école d'art et que je produisais pour cette école d'art, donc j'ai produit ce type de travaux-là. Mais je dirais que tout... en fait, je dirais que... c'est dû à des déceptions, ces choix de méthodologie, je dirais. Je me suis assez vite rendu compte que quand je préfigurais une idée, quand j'avais une idée précise et que j'avais envie de la filmer, souvent ce que je filmais ne cadrait pas avec l'idée que j'avais au départ. Donc au fur et à mesure, j'ai abandonné l'idée de préfigurer en fait mes histoires. Et j'étais plutôt dans la construction en interaction avec l'espace et les événements qui viennent à moi.
Donc c'est peut-être ça qui fait que c'est du documentaire, dans le sens où je vais pas forcément mettre en scène, je vais aller à la rencontre d'événements. Et c'est aussi du documentaire parce que c'est l'enregistrement, voilà, c'est pas de la peinture. Si je m'étais posé, si on peut dire que Hiroshige, quand il fait ses vues, on pourrait dire qu'il y a une dimension documentaire. On pourrait le dire aussi, mais ouais. Mais pour moi c'est du documentaire peut-être parce que c'est l'enregistrement, peut-être que c'est de l'observation et qu'il n'y a pas, voilà, qu'il y a pas de, c'est juste comme ça en fait que je le classerais dans le documentaire. Après, il y a deux types de vidéos où justement où je ne fais pas de coupure directe entre ce travail-là et deux types de vidéos où par exemple je décide que je prends un modèle, je lui dis ben, installe-toi dans l'espace, place-toi comme ça, et j'insère du texte. Là on pourrait dire ouais, ça semble être plus de la fiction parce que je fais de la mise en scène, voilà. Donc on pourrait dire que c'est plus de la fiction là-dessus. Et, et donc ce qui s'est passé avec ces productions vidéo, c'est que dans le cadre de l'école d'art, on m'a rarement fait la remarque, c'est pas d'art en fait. Je me souviens pas avoir eu ces remarques-là. Mais je sais qu'après, ouais, après j'avais entendu dire que ça pouvait poser problème à certains enseignants, mais du moins mes enseignants avec qui j'étais en contact à cette époque-là, ne s'y opposaient pas en fait à ce type de production-là. Et en fait j'ai exposé aussi assez vite, c'est-à-dire en troisième, enfin je crois que j'étais en troisième année. Il y avait une expo plutôt thématique océan Indien, mais qui avait lieu à l'Hôtel de Ville de Paris. Donc il y avait une commissaire qui était venue sélectionner des travaux à La Réunion. Et elle cherchait un Comorien en fait. Donc on lui a dit ouais va voir à l'école d'art, il y a un étudiant, puisque je crois qu'il y avait un des enseignants qui est en contact avec elle, qui pourrait faire un travail qui t'intéresse en lien avec les Comores. Donc elle est venue me voir et dès la troisième année, je crois que c'était en 2003, je crois que c'était en 2003. Donc il y a eu cette expo-là à l'hôtel de Ville de Paris, qui était une expo rétrospective qui s'appelait Latitude 2003. Et c'était les travaux des travaux qui venaient d'Afrique du Sud, de La Réunion, de Maurice, des Seychelles, des Comores. Donc c'est dans ce cadre-là que j'ai montré pour la première fois mon travail vidéo. Donc du fait que ça intéressait des gens, je ne me suis pas non plus remis en cause. Enfin, je ne me suis pas dit je fais du cinéma ou je fais de l'art. Donc c'est comme ça et que ça s'est fait. Et donc j'ai montré cette vidéo-là, donc j'ai parlé, Moroni. Et voilà, donc je l'ai montré dans ce cadre-là. Et après, toujours pendant mon cursus, il y avait un des enseignants aussi, puisque je crois que j'avais plutôt bonne réputation auprès des enseignants. Donc il y avait un enseignant, je crois qu'il était des Beaux-Arts de Caen, mais il intervenait régulièrement à l'école, donc qui a repéré mon travail, pareil, qui l'a montré au FRAC de Basse-Normandie. Et c'était une programmation essentiellement d'art vidéo qui s'appelait Boucle d'Or, je crois que ça s'appelait Boucle d'Or, c'est ça, au FRAC de Basse-Normandie. Et c'était, je ne sais plus comment s'appelait l'association qui faisait la programmation, mais en tout cas, bref, ça avait lieu au FRAC Basse-Normandie, c'était mon travail de vidéo. Et donc je commençais plutôt par un circuit art contemporain, je dirais. Et après, et comme mes travaux étaient entre l'art vidéo et le cinéma, si on veut rester sur ces catégories-là, donc après, moi, c'est en 2006, je crois que j'ai fait pour la première fois un festival, j'étais encore étudiant, un festival, c'était le Festival d'Afrique et des îles qui avait lieu au port, donc la ville où est l'école d'art. Donc il y avait ce festival de cinéma là, donc il y avait une de mes vidéos, pareil, qui a circulé là-dedans. Et donc c'est là pour la première fois où mon travail était plutôt dans un cadre de festival de cinéma. Mais au moment où je fais ça, je me rends compte qu'en fait je préfère largement que ça soit un circuit de cinéma, même si j'ai pas trop eu la chance que ça se fasse. Parce que souvent mes vidéos, j'ai besoin qu'on les voit du début à la fin, il y a des questions de rythme, il y a des questions d'immersion. Alors que quand on est souvent dans des espaces d'expo, c'est que tu arrives à n'importe quel moment dans la vidéo, tu la prends en cours, elle est présentée à côté d'autres vidéos. Donc pour moi, vraiment, l'espace idéal, c'est vraiment un espace où le spectateur arrive, la vidéo commence, c'est fini. Et pour moi, l'idéal, c'est vraiment la salle sombre. Donc, de mon point de vue, la projection idéale, le lieu de monstration idéal pour mes vidéos, c'est plutôt une salle de cinéma. Mais comme c'est pas des réseaux dans lesquels je suis inscrit, je montre plus souvent mes travaux en exposition qu'en festival. Donc,
Et après, l'anthropologie, elle est venue assez... là aussi, il y a un passé autobiographique avec ma mère, mais il y a aussi le fait que souvent les thèmes comoriens, parce que j'ai pas mal filmé aux Comores, ils ont tendance à intéresser la discipline de l'anthropologie. Et j'avais filmé une vidéo en 2000, juste à la sortie de juste après mon DNCEP, ouais c'est ça, juste après le DNCEP. En 2006, j'ai filmé une vidéo qui s'appelle Mrazin Congo Manga. Et c'est une vidéo en fait qui mélange une parole de conteuse avec une parole politique. C'est-à-dire, c'est une conteuse qui raconte l'histoire d'un monstre que je filme, enfin je filme la conteuse. Mais après, il y a plein d'éléments autour, des paysages. À un moment, on entend la conteuse qui parle et après, on voit son visage. Et donc, cette conteuse-là raconte l'histoire d'un djinn, d'un monstre, en fait, plutôt d'un Sera. En fait, c'est un monstre qui mange des villes entières. Et donc, il y a ce conte-là, qui est dit en comorien. Et moi, j'ai filmé pendant des élections présidentielles aux Comores. Et donc, il y a la parole d'un candidat qui s'appelle Ahmed Abdallah Sambi, qui deviendra président après, en fait. Et je prends sa parole, et lui, il raconte son programme, en fait, s'il est élu. Donc, j'avais croisé les deux paroles. C'est-à-dire, d'abord, on entend la conteuse, après, mais la voix, elle est en comorien. Et à un moment, les deux voix se superposent, mais on n'a pas encore identifié l'homme politique. Donc il y a la voix de la conteuse qui raconte le conte en comorien, il y a une voix en français qui commence à émerger comme ça, les deux voix se mêlent, et l'autre voix on comprend que c'est plutôt du programme politique. Et à un moment on voit le visage de la personne qui raconte la parole politique. Donc je m'étais intéressé dans cette vidéo-là à la parole, mais à une parole en fait qui devenait une forme de musicalité, puisqu'à un moment, le moment où les deux voix se croisent en fait, donc ça devient une langue comorienne qui croise une langue française, donc il y a une forme de musicalité qui naît. Et en même temps, il y avait le son d'ambiance autour, c'est-à-dire tout ce qui était... on entend l'océan en fond, et j'avais tendance à... Dans mon approche un peu sensorielle, en fait, j'avais tendance, par exemple, à ne... En fait, pour moi, le plus important, c'était pas de comprendre ce qui était dit, puisque ça devient une forme de musicalité, les voix. Et donc, du coup, je mettais, par exemple, le son de l'océan, je montais le son, et les voix étaient noyées dans l'océan, donc il y a une approche sensorielle un peu comme ça. Donc, finalement, j'avais des thèmes, certes anthropos, certes documentaires, mais c'était pas très informatif comme vidéo, je dirais. Voilà, quand on regardait les vidéos, on se disait pas, on a tout compris du conte comorien ou de la situation politique aux Comores, c'était vraiment des trucs sensoriels où la parole est à la fois informative, puisqu'on capte ce qui est dit, et en plus je sous-titre le truc, mais elle est aussi parasitée par sa dimension matérielle purement sonore, plus la musique de mon pote, donc il y avait quelque chose comme ça. Et mon pote s'appelle Richard Georges d'ailleurs. Richard Georges, là, donc c'est un pote avec qui je travaille, qui a fait le conservatoire et qui compose des musiques de mes vidéos. Et donc cette vidéo-là, elle a quand même intéressé des anthropologues. Parce qu'il y avait ces thèmes-là, et ces anthropologues-là, donc ces anthropologues japonais, qui venaient faire des recherches sur les mille et une nuits. Donc, du coup, pour des raisons culturelles, on savait que moi j'étais branché Japon, donc on les oriente vers moi. Ils voient la vidéo, ils me disent ouais, ça on peut peut-être le présenter dans un cadre vraiment anthropo à Tokyo, à l'Institut des langues et cultures d'Asie et d'Afrique. Et moi je dis ok, en plus depuis le temps que je rêvais d'aller au Japon, donc c'était une bonne occasion, billets payés, etc. Donc je suis allé au Japon dans des conditions où j'avais le cul entre deux chaises, comme avec le cinéma et l'art vidéo, c'est-à-dire en même temps je me sentais pas, je suis pas anthropologue du tout. Donc je me sentais pas légitime en tant qu'anthropologue, mais je voyais que ça intéressait les anthropologues d'utiliser ma vidéo. Donc j'y vais en me disant ouais, mais en fait on la voit pas au même endroit. Moi je la vois du côté esthétique, il la voit du côté ouais, c'est à cause de contes, c'est à cause des Comores, on voit des Comoriens, etc. Donc j'accepte de jouer ce jeu-là, tout en sachant qu'on n'est pas exactement au même endroit. Quand on regarde, on la voit pas du même angle en fait, la vidéo. Et heureusement, ce professeur-là s'intéresse aussi au cinéma et à la musique. Donc on a discuté comme ça. J'étais dans un cadre
clairement, en termes institutionnels, c'était un cadre d'anthropologie. Mais avec la personne, on pouvait déborder sur des discussions qui étaient sur le cinéma, sur l'esthétique, etc. Et donc j'en ai profité en allant là-bas pour aussi me faire plaisir, rencontrer des cinéastes, rencontrer des cinéphiles, discuter de cinéma. Donc c'était plutôt autour de 2009-2010 où je commençais à bosser avec eux. Enfin, aller au Japon, mais en fait, eux, ils ont commencé à venir à La Réunion, aux Comores et à Mada en 2007, il me semble. Donc on a commencé vraiment à collaborer en 2007 parce qu'eux venaient. Et comme il fallait faire les comptes rendus des travaux qui ont été faits, donc eux, ils m'invitaient après au Japon à partir de 2009-2010. Donc c'est comme ça que ça s'est fait. Ils viennent sur le terrain, je leur dis ouais, je connais le terrain, je leur montre des images, etc. Puis en 2009-2010, on fait des comptes rendus, c'est-à-dire dans le cadre de workshops, et de séminaires dans leur institut. Moi je me pointe, je sors 2-3 blabla sur les contes comoriens, etc. Mais là aussi, le problème c'est est-ce que j'étais légitime en termes universitaires pour le dire? Pas vraiment, puisque je m'y suis intéressé en tant qu'artiste en fait. Mais eux, ça les branchait que je leur montre la vidéo, puis après que je me dise ouais, c'est ça les contes comoriens. Est-ce à ce stade de ton parcours que tu réfléchis à fonder la revue Monde du cinéma? Là, je commence à me dire ouais, mais il faut quand même que je fasse quelque chose de tous les films japonais que j'ai vus et des cinéastes que je rencontre sur place. Et à l'époque, en parallèle de ça, j'avais des activités de cinéphile à l'époque, c'était un forum qui s'appelait Les Spectres du cinéma. Et c'était un forum qui avait des velléités à devenir une revue. Donc comme tous les forums internet, on venait d'un peu partout, mais il y avait des gens de Belgique, de métropole. Et donc on discutait de cinéma dans ce forum-là. Moi je me dis, ouais, de ma cinéphilie, il faut que je fasse quelque chose. Je ne suis pas un anthropologue. J'ai quand même profité du contexte anthropologique entre 2016 et 2010 pour prendre des contacts au Japon, faire des entretiens de cinéastes. Et donc avec l'expérience de Spectre du cinéma, où je discute de cinéma, etc., je me dis, faut peut-être que je me lance dans une revue. Voilà. Donc c'est là où l'idée de Monde du cinéma est née, mais elle est née dans un contexte un peu complexe, que je ne vais pas rentrer dans les détails, puisqu'en fait, en même temps, en gros, ce que j'avais fait entre 2007 et 2010, c'est que j'avais aussi branché mes recherches anthropologiques avec l'école d'art, puisqu'à l'époque, j'enseignais à l'école d'art, en sortant du DENSEP, à partir de 2006, j'enseignais à l'école d'art, et autour de 2009-2010, en fait, il y a le changement de statut à l'école d'art. Ça donne une EPCCD. On devait respecter en fait, il fallait qu'on se rapproche des universités, du système universitaire, LMD, voilà, licence, master et doctorat. Et l'objectif à l'époque, c'était de se rapprocher du monde universitaire et de dire on fait la recherche aux Beaux-Arts. Donc il y avait des projets de revue, etc. Donc moi je me pointe avec mes entretiens, mes trucs anthropologiques, sans être anthropologue, et je me pointe aussi avec mes trucs que j'ai récupérés au Japon, avec des cinéastes japonais où je me sentais un peu plus d'affinité intellectuelle. Et donc c'est vraiment assez informe, après, voilà, c'est un peu pas très structuré puisque c'est un tout début. Et je dis, et là, il y a, en fait, en même temps que je suis au spectre du cinéma, il y a le projet de revue à l'école d'art, sauf que le projet de revue à l'école d'art, il foire. Et je crée Monde du cinéma en numérique quand même à l'école d'art. Et c'est autour de 2010-2011, donc je crée Monde du cinéma en 2010-2011, en numérique à l'école d'art, avec ce que j'ai récupéré de ma recherche avec les Japonais, à la fois du côté versant cinéma et côté versant anthropologique. Il y a un gars, un éditeur qui est plutôt basé il était basé à Lille, dans ce qui est devenu les Hauts-de-France, là. Lui, il était à la Madeleine et qui était spécialisé cinéma, donc il repère la version numérique de la revue sur le site de l'école d'art et il me dit ça le brancherait bien de la publier. Et à l'époque, je suis sur le départ par rapport à l'école, donc je me dis, ouais, je suis en train de quitter l'école entre 2010 et 2012. Et je dis, ok, on va publier ça. Et lui, il me la sort en papier. Donc, et c'est comme ça que la revue Monde du cinéma est sortie. Et ces thématiques n'étaient pas du tout liées à l'océan Indien. Il y avait quelques petits trucs liés à l'océan Indien. Et moi, ce qui m'intéressait, c'était une revue, j'ai appelé ça Monde du cinéma, monde au pluriel du cinéma.
c'était pour inverser l'expression cinéma du monde en fait. Donc on dit le monde du cinéma plutôt que le cinéma du monde. Et il s'agissait de traiter du cinéma du monde sans le lier à une actualité du cinéma, c'est-à-dire on pouvait parler de n'importe quel film qui était tourné à n'importe quelle époque sans que ce soit forcément un film qui est en salle, sans que ce soit forcément un film dont le réalisateur a une rétrospective. Donc c'était voilà, c'était assez libre en termes de choix des cinéastes, des sujets. Donc après j'ai repéré des gens qui étaient au Japon, enfin j'ai vu qu'il y avait des gens qui étaient au Japon qui s'intéressaient aux mêmes thématiques que moi. Donc j'ai fait appel à ces personnes-là pour qu'elles m'épaulent sur la revue. Et donc j'avais, pour mon cinéma, donc il y avait l'éditeur qui était en métropole, moi qui étais à La Réunion, et le co-directeur à un moment, à partir du numéro 3, lui il était au Japon, il était à Tokyo. Et lui, il avait un réseau plus important que le mien, parce qu'il il était basé à Tokyo. Il avait écrit pour les Cahiers du cinéma et pour Art Press. Il me semble, hein, il avait un peu écrit pour Art Press. Et donc lui, voilà, il connaissait bien le milieu, donc c'est comme ça qu'on a nourri la revue. Et quand on a fait une revue, pas Océan Indien, quoi, là, c'était une revue plutôt ouverte. Et voilà, c'est comme ça que le monde du cinéma est né, que toutes mes problématiques théoriques, anthropologiques et de production de vidéos se sont retrouvées. C'est vraiment un contexte un peu chaotique au départ. Et parce qu'à la fois, je suis à l'école d'art, mais je suis sur le départ. Et la recherche n'est pas encore structurée, on n'a pas encore bien déterminé les champs disciplinaires. On sait qu'il faut se rapprocher des universités, mais on se rapproche un peu au hasard, quoi. C'est-à-dire, voilà, il y a des anthropologues qui sont intéressés avec eux. Donc toutes les questions qui peuvent fonder une discipline, qui peuvent créer des rails assez clairs, n'étaient pas encore en place à ce moment-là. Et donc voilà. Et ça c'est, là je raconte entre mon entrée à l'école d'art en 2000 et 2012, voilà, donc ces périodes-là. C'est donc à la suite de la fondation de la revue que s'est construit ton projet de doctorat. Le sujet était Nouvelle vague et subjectivité en français au Japon, dialogue interculturel entre la critique et les institutions cinématographiques en France et dans le cinéma d'auteur japonais. Pourrais-tu revenir dessus ? Enfin, les choses sont éclaircies pour moi, c'est-à-dire j'étais plus dans le contexte anthropologique, puisqu'on a fait un colloque à proposer avec les Japonais en 2012. Mais moi, ce qui m'intéressait le plus en fait à ce moment-là, c'était le monde du cinéma, et c'était un entretien que j'ai fait avec un cinéaste qui s'appelle Toshio Matsumoto, que j'ai fait en 2010 au Japon. J'ai fait traduire justement par la personne, le professeur qui m'avait accompagné au Japon. Voilà, il a traduit avec d'autres aides, il a traduit l'entretien avec Toshio Matsumoto, qui est un théoricien du cinéma contemporain de la nouvelle vague japonaise et la nouvelle vague française. Donc on a traduit cet entretien-là, qui était un entretien de 3 heures. On a traduit la première partie qu'on a publiée dans le monde du cinéma. Et donc là, j'avais un ancrage avec ce qu'on appelle la nouvelle vague en fait, japonaise, parce que lui, c'était un des théoriciens importants de la nouvelle vague japonaise. Il a beaucoup influencé Nagisa Oshima, le réalisateur de l'Empire d'Essence, par exemple, qui est un des fers de lance de la nouvelle vague japonaise. Et c'était vraiment le théoricien de cette nouvelle vague, c'est-à-dire il a sorti un ouvrage sur le documentaire expérimental qui s'est intitulé Eisenhaken, la découverte de l'image en fait, mais l'image produite industriellement en fait. Eizo c'est l'image, mais l'image produite par la caméra ou par la vidéo, etc. Donc il parlait de ce type d'image-là, donc c'est un des premiers à avoir théorisé l'image produite par les photos, par les médias, etc. Et l'avoir théorisé dans le cadre de l'avant-garde, c'est-à-dire c'était l'image, mais dans le cadre de l'avant-garde et du documentaire dans les années 50-60. Donc là, j'avais un thème un peu plus précis. Et en même temps, la question du documentaire, elle m'intéressait personnellement, puisque je fais de la vidéo et je suis confronté à une zone un peu trouble où c'est comme on l'a défini au départ, c'est-à-dire c'est de l'art et c'est du cinéma à la fois, donc c'est pas du cinéma qui peut être exploité dans les circuits traditionnels du cinéma,
mais ça y ressemble. Donc c'est plutôt dans les circuits de l'art, parce que je dirais que les circuits d'art ils sont plus ouverts à ce type de produit. Et voilà, donc j'ai trouvé un nœud là entre Matsumoto, mes questions à moi, la revue, et après ce qu'elle allait devenir ma thèse. Parce que la revue, en fait, j'avais un contrat entre 2012 pour la revue papier, entre 2012 et 2017. Donc j'ai nourri la revue de mes questionnements sur le cinéma et sur l'art, en fait. Parce que c'était une revue, comme je disais, très ouverte en termes de thématiques, mais aussi c'était une revue où art contemporain et cinéma se mêlaient. C'est-à-dire il y avait pas mal de profils comme Marie Lozier, je pense à Marie Lozier par exemple, qui sont des profils cinéma, mais plutôt dans les milieux, qui circulent plutôt dans le milieu de l'art contemporain. Matsumoto, pareil, Toshio Matsumoto, c'est un cinéaste, mais qui a fait beaucoup d'art vidéo et de cinéma expérimental, mais qui a aussi fait quand même 3 films qui sont des films de fiction plutôt traditionnels, qui sont sortis dans les salles, mais dans le circuit de l'art et essai. Donc voilà, c'était des figures comme ça qui m'intéressaient. Et donc j'ai écrit dans le monde du cinéma, et à un moment je me dis, ouais, je crois que c'était à partir de... En fait, l'idée de la thèse était venue assez tôt, c'est-à-dire l'idée de la thèse était venue dès la sortie du DNCEP, sauf que comme j'étais pas encore... entre 2010... Je crois que c'est entre 2010 et 2012, ceux qui voulaient me pousser à faire une thèse, c'était plutôt les gens de l'école d'art, puisqu'ils voulaient structurer autour de système LMD, là, et valider le fait qu'il y ait des chercheurs Université Beaux-Arts à l'école, sauf qu'ils me disaient, ouais, en fait, il faut que tu fasses une thèse sur les contes comoriens. Et moi, franchement, ça ne m'intéressait pas. Mais en gros, ils me disaient, fais des contes comoriens. Donc pendant un moment, je potasse, je prends des contacts ici, Carpana Marimotu, il me dit, ouais, ben, on va commencer par un master, puisqu'en fait, ici c'est les lettres, vous êtes en art. Donc en fait, tu peux pas aller directement d'un DNCEP à une thèse. Donc il me dit, il faut faire un master, etc. Donc il est sur l'histoire de contes. Moi, ça m'intéressait pas, même si j'ai intégré la vidéo, je pourrais parler d'images et de contes, ça m'intéressait pas trop. Donc je potasse, et entre-temps je laisse tomber cette idée-là, même si je fais un master ici, que je finis pas d'ailleurs. Et entre 2012 et 2015, donc entre 2012 et 2016, je suis dans le monde du cinéma. Et là, j'ai vraiment des contacts plutôt cinéma japonais. Dans une personne avec qui je fais un entretien pour le numéro 3 de la revue, puis qui écrit un article pour le numéro 6, il a écrit. Ouais, pour le numéro 6 en fait. Donc cette personne-là, c'est celui qui va devenir un de mes directeurs de thèse, qui s'appelle Jean-Michel Frodan, qui a dirigé les quais du cinéma entre 2003 et 2009, et qui était un des introducteurs du cinéma asiatique dans la presse spécialisée cinéma en France, en fait. Voilà. Enfin, du monde du cinéma asiatique des années 80-90, dans la nouvelle vague japonaise, enfin la nouvelle vague taïwanaise et les nouvelles vagues japonaises, etc. Donc en fait, mais les nouvelles vagues japonaises des années 80-90, plutôt des années 90, donc c'est pas la nouvelle vague des années 60. Et donc lui, voilà, il est plus dans mes thèmes. Et je lui demande à un moment, ouais, je lui dis... Et en plus, il s'intéresse à mes vidéos, c'est-à-dire il me connaît d'abord parce qu'il me programme dans des petites programmations de courts-métrages qu'il fait à Paris. Donc il programme 2 ou 3 de mes vidéos, dont Razan Kongo Manga, la vidéo que j'ai montrée dans le cadre anthropologique, lui la présente dans un cadre court-métrage. Mais je lui dis, ouais, j'ai écrit, donc j'aimerais bien aussi faire une thèse. Donc là, il me dit, lui, il n'est pas HDR, il est professeur associé à Sciences Po, mais il n'est pas HDR. Donc il me donne 3 noms, en fait, 3 noms de potentiels directeurs de thèse, des amis à lui qu'il connaît bien. Dont un, Marc Vernet, qui est à Montpellier, à Paul Valéry, qui lui accepte de me suivre en thèse, après que j'ai formulé l'argumentaire. Donc l'argumentaire qui était nouvelle vague, c'est-à-dire les relations entre la nouvelle vague française et la nouvelle vague japonaise, et autour des théories justement, des théories qui sont liées à Matsumoto, puisque c'est un des principaux théoriciens de la nouvelle vague. Et moi, je vais plutôt prendre l'angle Oshima, mais qui va récupérer des termes en fait, de seconde main. Il va récupérer des termes utilisés par des concepts utilisés par Matsumoto, qui lui-même les récupère d'un philosophe de gauche, Masakazu Nakai, qui avait une actualité en
en France, parce que Michael Huken, qui est un japonologue, était en train de le traduire et voilà, de faire passer sa pensée en France. Donc du coup, je me suis retrouvé dans une circonstance où voilà, il y avait des thématiques japonaises qui étaient d'actualité, il y avait mon travail vidéo, etc. Voilà. Voilà. C'est comme ça que ma thèse elle est née. C'est ça. Quels sont les réseaux favorisant les mobilités dans lesquels tu t'inscris? Dans quel cadre es-tu amené à te déplacer pour ton travail et comment cela nourrit-il ta démarche de recherche? Pour les mobilités, enfin, il y a des réseaux art contemporain, et souvent c'est plutôt, enfin souvent d'ici on les critique ces types de réseaux-là, c'est les réseaux un peu ghettoisants, quand tu fais une expo à Paris, c'est forcément une expo d'artistes du Sud. Mais décidé par des gens à Paris. Je sais pas, de toute façon, c'est pas publié, ça reste entre nous. Mais en gros, voilà. Donc, c'est souvent des trucs comme ça. Donc, ça a tendance à. Assez tôt. De toute façon, on a un peu cette conscience-là ici. On se dit, ouais, c'est. Pourquoi on ne traite pas comme n'importe quel. Comme artiste français ou comme artiste du Nord, on va dire, puisque finalement, il y a les réseaux Nord qui sont pas des réseaux ghettoisés, on va dire, c'est des réseaux universels. Il y a les réseaux où en fait, finalement, nous, on expose parce qu'il y a une thématique océan Indien, parce qu'il y a une thématique je sais pas quoi, outre-mer ou des trucs comme ça. Mais on n'est pas dans des réseaux où c'est juste l'idée d'art, en fait, qui prime, on s'en fout d'où tu viens, quoi. Donc, je dirais les premiers réseaux, et je suis quand même un peu injuste par rapport à ça, parce que c'est clair, je prends les deux premiers expos dont j'ai parlé, c'est-à-dire celle du FRAC Basse-Normandie, parce que là ça me vient tout de suite, en fait. Celle du FRAC Basse-Normandie, c'était plutôt art, c'est-à-dire c'était art vidéo, donc c'est le médium qui primait, et celle à l'Hôtel de Ville de Paris, c'était géographique. Sauf qu'après, ce qui a prédominé chez moi, j'ai l'impression que c'était le géographique en fait. Certes, j'ai eu de la chance pour le FRAC, c'était juste des artistes qui font de la vidéo, donc c'était le médium qui primait. Et après, je ne saurais pas trop dire, mais j'ai l'impression que souvent. Après, j'ai eu d'autres. Enfin, je dirais qu'il y a différentes manières de fabriquer son réseau à partir de La Réunion. Il y a des réseaux déjà très, très balisés, c'est-à-dire on discute avec la DRAC file des pistons, voilà, il y a des réseaux qui sont très identifiés. Il y a des commissaires d'expo qui sont institutionnels ici, je pense à Nathalie Gontier, à un moment avec la Cité des Arts, je pense à celle qui est au FRAC en ce moment, à Binoche, Béatrice Binoche. Donc il y a ces personnes-là qui sont des personnes ressources, qui vont repérer des gens en faisant venir des commissaires d'extérieur ici pour qu'ils fassent leur repérage. Puis il y a des manières beaucoup plus informelles que j'ai pratiquées, moi, je dirais. C'est que je cause avec des gens et je me rends compte qu'il y a des atomes crochus. Et finalement, ça crée un réseau, en fait. Puisque par exemple, et c'est souvent des réseaux comme le réseau anthropologie pour le Japon, c'est pas un réseau art, donc on ne repère pas pour des qualités artistiques pour ce réseau-là, par exemple. Après, quand je suis à l'école et que c'est un commissaire ou des enseignants qui sont là, là, je suis dans le réseau art. Donc, je dirais que j'ai pratiqué différents types de réseaux. Mais souvent, même si des fois ça pouvait être Béatrice Binoche ou Nathalie Gontier ou la DRAC, souvent en fait c'était des relations interpersonnelles, c'est-à-dire c'est moi qui allais directement à la personne qui va déployer ailleurs des espaces supplémentaires mon travail, quoi. Donc je passais pas forcément par des circuits très identifiés par les gens qui sont payés ici pour créer des circuits de circulation des œuvres. Et ça s'est passé comme ça avec le Japon, ça s'est aussi passé comme ça avec la Chine, puisque j'avais fait des trucs aussi avec un commissaire chinois, mais qui lui est arrivé, en fait sa fille, elle avait exposé à La Réunion en 2012, elle était au Japon. En fait, c'est une Chinoise qui était installée au Japon, qui a grandi au Japon et qui faisait de l'animation et de la vidéo. Et elle, voilà, on a discuté, et parle japonais, donc en fait, on a matché sur la langue. Et j'ai parlé de Matsumoto, elle a dit « Ah, mon directeur de thèse, en ce moment, il n'arrête pas de me parler de Matsumoto. » Et donc, du coup, sur la discussion, on se dit tout de suite « Ouais, là, on a des thèmes qui accrochent.
Tu me parles de Matsumoto, ça me cause. Mon directeur de thèse, il me fait chier avec Matsumoto, enfin, il est loin avec Matsumoto. Et, et là, son papa, du coup, il fait son truc à Beijing Film Academy, la Beijing Film Academy, l'Académie du film de Pékin. Ils ont un département art, en fait, où c'est un des rares départements d'art en Chine où ils font vraiment de l'art vidéo, etc. Et donc lui, sa fille lui dit, voilà, lui il fait de la vidéo en Afrique, puisque j'étais en Afrique. donc voilà, comme ça, quand ils font leur truc, ils ont des Africains, ils ont des gens d'un peu partout, et ils font leur truc en Chine. Et donc, et là, c'est à la fois un réseau art contemporain, cinéma, et académique, puisque la Beijing Film Academy, voilà, c'est mes systèmes, c'est un PhD, hein, donc ils sont... Donc c'est comme ça que je crée aussi des réseaux dans la discussion, parce que pour moi c'est très important que ce soit pas le... En gros, je comprends très bien que les circuits, il faut qu'ils soient nets et tout, mais pour moi ce qui est encore plus net, c'est quand tu causes avec quelqu'un, que tu te rends compte que tu as des choses à dire, hein, que tu as des choses à vous dire, quoi. Donc moi souvent c'est comme ça que ça fonctionne. Et puis si continue les discussions via des lieux où on peut montrer nos boulots, quoi. C'est un peu comme ça. Donc il y a eu ça, puis il y a eu des appels des fois auxquels je répondais, mais des appels qui arrivaient un peu, pas par les réseaux rayonnés, mais des appels que je repérais moi-même. Par exemple, pour des résidences, comment ils appelaient ça, les centres culturels de rencontres européens, c'était dans des parcs, le parc Rousseau dans l'Oise, il y avait des Arquessenon, voilà, comment ça s'appelle ce truc-là, la salle Noël d'Arquessenon, enfin il y a des lieux d'expo, voilà, enfin de résidence où je suis parti, où j'ai fait des vidéos. Du coup, en allant dans ces lieux-là, j'y vais parce que je suis invité à faire un truc, je suis invité à résider là-bas et je peux faire une vidéo sur place. Et donc c'est un peu comme ça, donc c'est comme ça que je crée mes réseaux. À la fois, pas me contentant des personnes qui donnent les repères ici, quoi. Peux-tu évoquer ta pratique d'enseignant? Quels sont les cours que tu dispenses à l'ESA et à l'université? Quelles sont tes ambitions à cet égard? Quelles sont les missions que tu as en charge? Donc en fait, j'ai eu deux périodes aux Beaux-Arts en tant qu'enseignant en interne, et j'ai souvent fait des interventions en tant qu'intervenant extérieur aussi aux Beaux-Arts, puisque j'étais enseignant là-bas entre 2006 et 2010. L'intitulé c'était Culture du cinéma. Donc je présentais des films, on discutait des films. Puis entre 2010 et 2020 du coup, enfin entre 2010 et 2020, c'était plus des interventions extérieures où je proposais un thème et on travaillait avec les étudiants. Puis j'ai aussi monté des colloques avec l'école d'art en fait, avec les chercheurs qui étaient sur place. Donc on a monté avec Marcus Arnold qui était chargé de la recherche aux Beaux-Arts jusqu'en 2000. Désolé, parce que des fois, il faut être un peu précis sur les dates peut-être. Mais il me semble qu'il était responsable de la recherche aux Beaux-Arts jusqu'en 2017, 2018, entre 2012 et 2017, 2018. Et donc avec lui, voilà, on a monté un colloque en 2015-2016. Et donc voilà, donc j'ai souvent eu des interactions avec les Beaux-Arts comme ça. L'interaction entre 2006 et 2010 qui était parce que j'étais enseignant en interne, culture cinéma, et après les interventions ou pratiques, et aussi les interventions en séminaire où c'était plutôt de la théorie puisqu'on balance du blabla. Et après, en revenant là en 2020, je suis en interne, c'est c'est image-mouvement, on appelle le cours image-mouvement. Et c'est un cours, je dirais, plus de pratique, dans le sens où je ne suis pas un théoricien aux Beaux-Arts, c'est-à-dire que je n'ai pas un cours magistral où je cause à des étudiants, c'est plutôt, je me pointe pendant le cours, je leur donne une incitation, je donne un sujet, et eux, ils y répondent. Et après, je regarde leur production et j'oriente ce que je vois, en fait, je leur dis, voilà, ça correspond à un tel courant esthétique, etc. Donc c'est des choses un peu comme ça. Mais je dirais que c'est vraiment dans le feeling, c'est-à-dire comme c'est un cours où la pratique est domine, en fait, je fais pas chier en fait, les étudiants avec la théorie vraiment, dans le cadre des Beaux-Arts.
Et en gros, je vais pas leur balancer des trucs comme je les formule dans une thèse, voilà. Et donc j'ai les étudiants, moi, ceux que je suis de très près, c'est deuxième et troisième année. Et je fais des suivis individuels avec les quatrièmes, cinquièmes. Et voilà, en fait, à peu près ça. Et à la fac, c'était comme j'étais en thèse, du coup, des fois, les facs, ils recrutent. Et je suis chercheur associé à la fac aussi, un labo qui s'appelle le DIR, qui est un labo de sciences humaines, où il y a pas mal d'anglicistes, etc. Même des gens qui sont en allemand, donc c'est langue et sciences humaines et littérature. Et c'est pas un labo où il y a vraiment l'art comme discipline forte dedans, mais du fait, je suis associé. Et donc j'ai été, comme je fréquente un peu le milieu de la fac, ils m'ont demandé de prendre une charge de cours en cinéma et littérature depuis 2021, donc c'était à la fin de ma thèse, donc j'ai accepté de le faire. Et là, normalement, comme c'était des cours magistraux, j'aurais dû juste balancer du blabla, en fait, j'aurais dû juste leur dire... après, je reviendrai peut-être, vu que la question était précise, peut-être qu'il faut pas que je me contente de dire que c'est du blabla. Il faut que je rentre un peu plus dans les détails, mais en gros, ouais. En gros, comme c'était beaucoup plus une incitation à parler de théorie, à parler d'histoire du cinéma et à orienter les étudiants sans qu'il y ait de pratique du médium, en fait, j'aurais dû rester sur la théorie, mais moi je me suis dit, j'ai besoin que les étudiants, ce dont je leur parle, il ne faut pas que ça reste éloigné, il faut qu'intuitivement ils le sentent, en fait, qu'ils voient c'est quoi décider d'une durée de plan, c'est quoi placer sa caméra. Donc en fait j'ai articulé la théorie à la pratique, puisque pour moi c'est pas dissociable en fait. Et donc du coup souvent mon attitude pour ce qui est des relations entre théorie et pratique, elle est plutôt, j'ai une tendance à être très insatisfait de la manière dont, mais c'est mes exigences de critique ou de personne qui réfléchit à son médium. J'ai une tendance en fait qui est due à, je dirais, une intuition plutôt commune en fait, et qui date d'avant que je rentre aux Beaux-Arts. C'est une intuition assez conne, quoi. C'est une intuition qui va jeter le soupçon sur tout blabla sur une œuvre d'art en fait. Moi je suis un peu dans ce délire-là où j'ai vraiment l'impression que quand on parle des œuvres, surtout souvent dans le cadre d'une école d'art ou dans le cadre du milieu de l'art, de la médiation, etc., j'ai l'impression personnellement qu'en fait, je suis dans cette institution très commune en fait, qu'il y a une forme d'affabulation en fait, qu'on a du mal à viser en fait, je respecte les objets en eux-mêmes, les productions formelles artistiques, mais j'ai un gros soupçon en fait sur la relation entre ce qu'on appelle la théorie, c'est-à-dire le discours sur l'œuvre en fait, qui vise l'esthétique. J'ai une tendance, du moins tel que je le vis moi, j'ai une tendance à me dire ouais mais là j'ai l'impression que ça passe à côté tout le temps, que ça ne parle pas de ce qu'on voit, ou que c'est une forte tendance à passer à côté. Voilà. Donc une forte tendance à, peut-être des fois ça vise au bon endroit, mais en général j'ai un soupçon sur les fondements en fait, de la relation entre théorie et pratique artistique. Et mon travail de thèse aussi était là-dessus. Et donc quand je transmets pendant mon enseignement, j'ai eu tendance par exemple aux Beaux-Arts d'abord à demander ce que eux pensent du discours sur les œuvres en fait. Par exemple, je commence mes premiers cours de vidéo, je leur demande, ouais voilà, vu que je sais qu'ils sont un peu dans cette zone-là où eux, c'est la première intuition qu'on a quand on vient d'extérieur d'une école d'art, quand on vient d'un milieu extérieur à l'art en fait en général, on a tendance à soupçonner le discours d'être en trop, tu vois. Donc je sais qu'ils sont ce type d'intuition-là, donc je leur pose la question, qu'est-ce que vous pensez de la relation de discours à votre production plastique? Donc c'est une des premières questions que je posais, donc me rendaient leurs propos là-dessus. Souvent le consensus était plutôt dans le soupçon, voilà, comme quoi finalement c'est du blabla et il faut vivre les choses, il faut les ressentir, point barre, quoi. C'est un peu ça souvent les réponses que j'avais. Et moi, je sais que j'ai vraiment, comme je vous l'ai dit au tout début moi, j'étais vraiment dans du sensible, dans quelque chose de très intuitif, dans ma relation au médium. Donc, moi,
j'aurais tendance à valider leurs premières intuitions quand ils se pointent aux Beaux-Arts. Oui, le discours, il y a un problème avec le discours. Mais en même temps, j'ai tout ce travail théorique. Et donc je me dis, il faut quand même faire quelque chose avec cette relation entre discours et production plastique. Il faut en faire quelque chose. C'est des grosses ambitions. C'est vraiment des ambitions énormes, parce que je me dis, là on est dans une situation où on est censé rapprocher les écoles d'art des universités. Donc en termes de stratégie globale, on va se rapprocher de disciplines qui sont très fondées, en fait, qui ont une forte autorité, qui sont très structurées, et où il y a un passé théorique qui remonte. Et nous, les écoles d'art, c'est pas encore très bien calibré de ce côté-là, quoi. C'est-à-dire, on n'est pas notre terminologie, notre manière de parler des œuvres, elle est entre le langage ordinaire, le langage commun, et le langage théorique. En fait, c'est pas une discipline très identifiée. C'est pas l'anthropologie avec sa technique, c'est pas la sociologie avec ses processus, ses méthodologies et sa tendance à avoir recours aux statistiques, etc. Donc il y a ce côté-là où on aurait l'impression à l'extérieur qu'il y a des disciplines fragiles qui vont rencontrer des disciplines un peu plus solides en termes de fondement historique et de stabilisation des concepts. Voilà. Donc moi, c'est ce côté-là qui m'intéresse. En effet, j'ai l'impression que le discours qu'on a en école d'art, c'est bâtard, en fait. C'est entre le discours qui se veut pseudo-socio, pseudo-anthropo, sans qu'on ait été formé à ça, pseudo-philo, etc. Et on a cet objet-là, dont on est censé parler, qui croise ces discours-là. Donc c'est pas très bien balisé. Donc, et comme j'avais accepté, je sais qu'à ce niveau d'ambition, parce que moi aussi j'ai accepté d'être responsable de la recherche aux Beaux-Arts ces 2 dernières années. Et donc c'est des questions aussi que je me pose pour ce qui est l'adossement pédagogie, recherche. Et donc je vois que le milieu des Beaux-Arts, des écoles d'art est en train de bouger, que le ministère nous dit rapprochez-vous des universités. Mais je sens le choc de culture à l'avance, quoi. C'est pas que je vois venir, c'est que je le pratique moi-même en étant entre l'université et les écoles d'art. Donc voilà, pour moi, il y a du fait du soupçon sur le discours, à mon avis. Après, c'est pas un problème, hein. C'est pas un problème en soi. Je dirais c'est pas. Ça peut être cool, en fait. Voilà, on peut se contenter de continuer à parler comme ça, à ne pas fermer le discours. Comme on n'est pas les sciences dures, on n'est pas l'économie, etc. On n'est pas les archis qui ont besoin de fondements, puisque pour construire une case, il faut que ça tienne. Donc il faut des théories qui tiennent, qui fassent tenir des choses qu'on va déplacer dans le réel. Alors qu'en art, finalement, nos théories, elles impliquent un imaginaire, je sais pas ce qu'on appelle un imaginaire, c'est-à-dire elles impliquent un espace où finalement les concepts qu'on va développer vont pas avoir d'influence sur l'objet qu'on va poser. C'est pas parce que la théorie va être mauvaise que l'objet plastique il va s'effondrer physiquement. C'est juste qu'on peut-être, si on dit que la théorie elle est mauvaise, c'est juste qu'en fait l'énoncé qui se rapporte à l'objet plastique n'est pas pertinent, mais c'est tout. Mais c'est pas très grave qu'un énoncé soit pas pertinent par rapport à un objet physique, matériel qui est posé. Donc moi, quand je dirais que théorie et pédagogie, j'aime que chez les étudiants il y ait ce soupçon de la relation entre discours et matérialité de l'objet. Après, donc c'est à ce niveau-là, et c'est aussi, je dirais, donc c'est une pratique critique en fait. On a sorti à l'école d'art un numéro 0 d'une revue qu'on a appelée, dont j'ai déterminé la ligne éditoriale, ça s'appelait Actuel, ça s'appelle Actuel, mais on a changé le nom entre-temps. Donc c'est le numéro 0, et donc c'est vraiment la revue de la recherche à l'école d'art. Et moi, la question que je posais dans l'édito, c'était vraiment la question de la médiation, c'est-à-dire le poids qu'a la médiation dans le milieu de l'art. C'est-à-dire, on voit que les médiateurs, ils captent l'essentiel de l'économie
Le FRAC engage des médiateurs, les cités des arts engagent des médiateurs, il y a une grosse production de textes. L'économie des artistes, des producteurs des œuvres est un peu moins forte, je dirais, surtout que souvent déjà des personnes en libéral qui n'ont pas de, je sais pas, ils n'ont pas de contrat, comme peuvent l'avoir des médiateurs engagés dans des... Même s'il y a différents types de contrats pour un médiateur, il y a ceux qui sont autant en freelance que les artistes, il y a ceux qui sont constamment sollicités par une institution. Mais en tout cas, il y a une nécessité que le texte accompagne les œuvres. Et souvent, le texte, pire en fait, j'ai l'impression que le texte, il légitime les travaux plastiques. Donc pour moi, de mon point de vue de plasticien, le monde, on marche la tête à l'envers, puisque de mon point de vue, un texte n'a pas légitimé une production plastique. Le texte, il doit l'accompagner, mais il se trouve qu'on est dans des configurations sociétales où l'autorité va venir du texte, et souvent, c'est ce qui se passe. Du fait que l'autorité vient du texte, que ce soit même en dehors de la médiation, même au moment, par exemple, où l'artiste va aller chercher ses moyens économiques, en allant vers les appels à les subventions, etc., il aura besoin de textes en fait, pour accompagner son travail, de textes de critique, de textes, en gros, d'arguments. En fait. Il aura besoin d'une argumentation qui devra convaincre la commission ou le fonctionnaire qui va lever le truc. Sauf que voilà, c'est des arguments qui ne font pas accord avec l'œuvre. Et souvent, nous, on a cette intuition-là que finalement, nous, l'intuition qu'on a dans nos milieux, c'est on va balancer un discours qui va correspondre à ce qu'attendent à ce type de commission-là. Donc ça, c'est ça la mode, donc on va balancer ça. Il y aura toujours un décalage, il y aura, même de notre point de vue, il y aura un petit côté, on va leur balancer ce qu'ils veulent entendre. Alors que pour un travail ayant de fortes normes, que ce soit en architecture, etc., il vaut mieux pas balancer. Il faut vraiment que ce soit, ou je sais pas, ou en sciences, ou je sais pas, pour le sanitaire, par exemple, il vaut mieux pas balancer un discours selon ce qui veut être entendu, puisqu'il y a des conséquences. Voilà, si l'eau elle est insalubre, c'est un peu mal, quoi. Donc c'est un peu mes questionnements actuels. Et je suis sorti de la pédagogie pour aller dans la recherche, et comment la recherche va influencer ma manière de dire aux étudiants soupçons sur le discours. En tant qu'habitant de La Réunion, comment perçois-tu l'évolution de l'île ? En fait, je suis arrivé ici fin des années 90. Je sais que les gros travaux ont déjà été entamés. Il y a eu donc les grosses transformations, je crois qu'elles ont eu lieu dans les années 80. Donc je suis arrivé, j'ai surtout habité le Moufia, juste en haut là. Et je trouve que ça n'a pas tant changé que ça, le Moufia. Les plus gros changements, ils sont hyper récents. En fait, c'est le téléphérique. Ça c'était un gros changement. Mais ça date de même pas 4 mois, ça. En tout cas, c'est le gros changement dans le paysage que j'ai vu là. Ici, du côté du Moufia, l'université, elle n'a pas trop non plus... Ouais, je n'ai pas l'impression qu'elle ait énormément changé, à part un changement de peinture, etc. Du côté du port, où j'ai été pas mal, là, par contre, il y a eu quelques changements dans les années... début des années 2000, c'est... tout ce qui était bidonville, c'était rasé en fait. Et l'école d'art elle-même, le bâtiment de l'école d'art, il est né en 2003-2004. Donc pour nous, c'était vraiment, on s'est déplacé de petits locaux par de l'Oasis à une espèce de bâtiment gris comme ça, là, donc, qui s'est installé dans le paysage comme ça en plein milieu. Donc il y a pas mal de travaux au port. Et j'imagine que c'est plutôt les questions d'imaginaire aussi qui t'intéressent, mais du coup, rien que pour l'école d'art, en fait, on est passé d'un truc plutôt, des petites cases et tout, des cases, des maisons, des petites bâtisses, un truc plutôt familial où on se pose, on se regarde des films dans l'herbe, etc. On a 3 années, un bâtiment un peu plus gros comme ça, avec les écoles d'archi, donc ça faisait un peu plus sérieux. Donc, en tout cas, ces transformations-là au niveau de
du paysage, des trucs autour de l'école, de l'urbanisme de l'école en fait, d'art, je l'ai vu quoi. Et voilà. Mais et pour ce qui, et par contre, tout ce qui est, moi, ce qui m'impacte le plus, en fait, c'est plus la question de Mayotte, en fait, la relation entre Mayotte et plutôt en termes de population. Je vois très bien qu'à un moment, pour les Réunionnais, quand on voyait les populations de Comoriens ici, on disait Comores, en fait. Enfin, Comores, donc pour les Réunionnais, pendant longtemps, les populations qui peuplaient un peu le paysage ethnique réunionnais, pour eux, c'était les Comoriens en général. Et au fur et à mesure, c'est devenu les Mahorais et les Comoriens. Parce que y a eu la départementalisation de Mayotte entre-temps, donc du coup, et le flux de population. J'ai l'impression que ça a été vraiment quand même une très... Ça se voit ici, à l'université, tu as quand même beaucoup de jeunes Comoriens, en fait, de jeunes Mahorais et Comoriens, donc le paysage social, il change en fonction de ça aussi. Et je trouve, ce que j'ai vraiment vécu, c'est, on dit plus Comores, on dit Mahorais et Comoriens. Et pourtant, visuellement, de mon point de vue, ça reste, ethniquement, ça reste la même chose. Tu vois. Bon, en tout cas, c'était un plaisir d'échanger là-dessus. Voilà. Mais c'est assez rare de parler longuement de soi comme ça. Donc ça fait du bien à l'ego aussi. Voilà. On s'écoute. Merci, Moulia. De rien.